Alors, tout d'abord, merci de m'avoir proposé d'intervenir à ce séminaire. Donc, je vais vous parler de la manière dont on suit l'impact économique de la crise sanitaire à l'INSEE. Donc, ça va faire en partie écho à ce qu'a présenté la région sur ses travaux. Après, là, on va rester juste au niveau régional, on va pas rentrer dans le détail territorial pour le coup. Donc d'abord, ce qu'a fait l'INSEE pour pouvoir s'adapter à la crise et pouvoir informer sur la manière dont l'activité économique subit la crise. Alors, il faut savoir que l'INSEE publie en temps normal des notes de conjoncture trimestrielles. Donc, c'est-à-dire que tous les trimestres, il y a une partie des aspects économiques qui est présentée en comparaison donc, avec le trimestre précédent. Et donc là, avec la crise, ce rythme de diffusion a été accéléré en introduisant des points de conjoncture qui s'intercalent entre les différentes notes trimestrielles. Donc au cœur de la crise, il y en avait à peu près un par mois, et puis là on est arrivé à un point de conjoncture entre chaque note, donc ça fait une diffusion de la conjoncture à peu près tous les mois et demi. Et donc, pour pouvoir suivre au plus près les impacts de la crise, il a fallu s'outiller, notamment avec des nouvelles sources de données qui sont disponibles plus rapidement. C'est ce qu'on appelle des indicateurs à haute fréquence. Donc, c'est des données qui sont pour la plupart mensuelles et qu'on peut récupérer assez rapidement après la fin de chaque mois. Et donc, je vous ai indiqué le lien vers le site INSEE qui récapitule tous les travaux que mène l'INSEE en ce temps de crise. Et donc, au niveau régional, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie au maximum de décliner tous les travaux nationaux qui sont réalisés. Donc, lorsque les sources le permettent, il y a certaines sources qui ne permettent pas d'aller à un niveau régional et même infra-régional. Donc, du coup, on fait notre possible pour informer de la même manière qu'il y a des informations nationales pour les décliner au niveau régional. Mais voilà, on peut pas toujours le faire. Et ce qu'on a fait surtout, c'est de mettre en place un suivi régulier des indicateurs clés. Donc, ces indicateurs clés, c'est les indicateurs haute fréquence dont j'ai parlé précédemment. Et on va aussi chercher un maximum de données sur les sites partenaires, donc notamment la DARES, qui est le service statistique du ministère du Travail. On va aussi chercher des données de la Banque de France pour pouvoir avoir un suivi le plus complet possible et synthétique pour pouvoir suivre régulièrement l'impact de la crise. Donc, c'est ces indicateurs-là que je vais un peu vous présenter. Donc, je ne vais pas tous les balayer, hein, puisqu'on en a près d'une trentaine, donc ça prendrait beaucoup de temps. Je vais faire une approche thématique donc sur le volet uniquement économique, puisqu'on a quelques indicateurs aussi sur le volet social, mais qui ne rentrent pas dans le cadre de cette présentation. Tout d'abord, pour vous présenter la capacité de production des entreprises et leur démographie. Ensuite, je vous présenterai des données qu'on a sur la consommation des ménages et enfin une partie sur l'emploi et le chômage. Donc, sur l'aspect entreprise, donc là, je vais revenir un peu sur ce qu'a pu présenter Grégory Marié tout à l'heure sur les pertes d'activité. La méthode qui a été utilisée et présentée, c'est une méthode effectivement qui avait été mise en place par l'INSEE au moment du premier confinement, puisque, comme ça a été dit, tous les secteurs ont été impactés de la même manière sur tout le territoire. Donc, c'était la meilleure manière d'estimer la perte d'activité au niveau régional que d'appliquer la structure économique de la région aux évolutions nationales. Sauf que, comme ça a été dit, les secteurs ont pu reprendre progressivement de manière différente selon les territoires. Donc, il a fallu trouver une autre méthode pour pouvoir estimer ces baisses d'activité.
Et donc, les données qui ont été retenues pour ça, c'est d'observer l'évolution du volume d'heures rémunérées. Donc, c'est des données qui proviennent de la DSN, donc la déclaration sociale nominative, ce qui remplace les DADS qu'on avait auparavant, qui étaient annuels. Et là, la DSN est mensuelle, donc ça permet de suivre assez finement ce qui s'est passé au niveau des heures rémunérées. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en avril 2020, donc, par rapport au même mois de l'année précédente, donc avril 2019, on a eu une baisse des heures rémunérées de 33% en France, et qui est une baisse équivalente à ce qui a pu être observé au niveau national. Et donc, sur le graphique, les couleurs en fait représentent les différents grands secteurs et leur contribution à cette baisse. Donc mécaniquement, on voit que les services marchands ayant le poids le plus important, c'est ce qui a le plus contribué à la baisse. On voit également que l'industrie a fortement contribué. Et la construction qui, malgré son poids moins important, a quand même été le secteur qui a été le plus touché au mois d'avril, et du coup est bien représenté aussi ici. Ensuite, après ce premier confinement, les heures rémunérées ont pu reprendre leur niveau d'avant-crise jusqu'en novembre, où avec le deuxième confinement, il y a eu une nouvelle baisse, donc qui est de 7% dans la région et de 10% au niveau national. Là, on voit que l'industrie, pour le coup, a été peu concernée par cette nouvelle baisse. Comme vous le savez, hein, c'est dû aux mesures qui ont été assouplies par rapport au premier confinement et qui a permis à l'industrie de poursuivre son activité au cours du confinement de novembre. Et ensuite, donc là, on voit sur les 2 derniers points une hausse. Alors du coup, je vous rappelle que du coup, le graphique est en évolution par rapport au même mois de l'année précédente. Donc forcément, là, on compare avec des mois qui étaient en forte baisse. Donc mécaniquement, on se retrouve avec une hausse. Mais si on compare du coup au mois d'avril 2019, on a encore une baisse de 6% dans la région et de 8% au niveau national. Donc voilà, donc petit à petit, on retrouve le niveau d'avant-crise, mais on n'y est pas encore. Donc, on va continuer à suivre ces données pour pouvoir évaluer quand est-ce que l'activité reprend à un rythme d'avant-crise, pour pas dire normal. Donc ensuite, si on regarde la démographie des entreprises, donc tout d'abord avec les créations d'entreprises, sans surprise, on a eu une baisse aux 2 premiers trimestres 2020. Et ensuite, on a eu un fort rebond qui a permis de dépasser la dynamique qui était en cours sur l'année 2019. Et on se retrouve avec une hausse des créations d'entreprises sur l'année 2020 par rapport à 2019, malgré cette baisse du premier semestre. Et donc cette hausse, on la doit notamment à la création de micro-entreprises dans le secteur des autres activités de poste et courrier. Donc en fait, c'est tout ce qui est livraison. Donc, livraison de colis, de repas, tout ce qui a pu se développer avec la limitation des déplacements de la population. Ensuite, sur les défaillances d'entreprise, donc comme ça a été dit également pendant la présentation de la région, on a une baisse sur l'année 2020 et même début 2021, ça continue. Donc c'est uniquement en grande partie dû aux mesures de soutien qui ont été mises en place par le gouvernement et donc qui ont permis de réduire le nombre d'entreprises qui ont cessé leur activité, mais ça ne reflète pas les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises. Et du coup, c'est un indicateur qui va être très attendu quand les aides vont se réduire progressivement, et on s'attend du coup à un rebond des défaillances pour toutes les entreprises qui ne faisaient que survivre malheureusement pendant la crise. Donc ensuite, sur la consommation des ménages, donc là c'est des données qui sont nouvelles. On a pu avoir accès à l'INSEE à des données à des données de carte bancaire.
Donc, ce sont des données qui, pour l'instant, excluent la vente à distance. Donc, c'est que des transactions physiques, donc dans les magasins. Et ce suivi montre bien les évolutions dues aux difficultés d'accès au commerce. Donc avec une forte baisse au premier confinement, donc une baisse de 50% qui remontait progressivement jusqu'à 25% en fin de premier confinement. Puis avec l'été, les transactions bancaires ont pu réaugmenter par rapport à l'année 2019. On atteint même plus 14% au mois d'août, donc un mois d'août plus dynamique que le mois d'août 2019. À nouveau, donc l'effet du deuxième confinement, effet fort, mais moindre qu'au premier confinement. Donc on a une baisse autour de 24-30% en novembre. Et sur la fin de l'année et même le début d'année 2021, on a pu retrouver le niveau d'avant-crise pour les dépenses par terme bancaire. Malheureusement, avec la nouvelle fermeture des commerces non essentiels, plus les couvre-feux mis en place, on a encore une baisse là au mois d'avril et sur le début du mois de mai. Donc, là, pareil, hein, donc le graphique donc, est sur des données hebdomadaires et on s'arrête à la semaine qui a précédé la réouverture des magasins. Donc, voilà, on s'attend à ce que la prochaine donnée puisse nous donner des informations sur le retour dans les commerces des Français, tous les Français et notamment en région. Donc, je vais ensuite vous présenter l'évolution de l'emploi et du chômage. Donc, en commençant par le taux de chômage. Là, donc, le graphique permet d'avoir une série longue qui inclut la crise économique de 2009. On a des baisses du taux de chômage au premier, au deuxième trimestre, donc qui sont impactés par le premier confinement, ainsi qu'au quatrième trimestre avec le confinement de novembre. C'est des baisses qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. On caractérise cette baisse de trompe-l'œil, parce qu'en fait, la baisse est uniquement due aux critères de mesure du taux de chômage, puisque parmi ces critères, il faut que les personnes, pour être catégorisées en tant que chômeurs, il faut qu'ils fassent des recherches actives d'emploi et qu'ils soient disponibles pour prendre un emploi. Et forcément, avec les confinements et la difficulté à se déplacer pendant ces périodes, il y a beaucoup de personnes qui auraient, en temps normal, été classées comme chômeurs, mais qui ne l'ont pas été, d'où ces baisses du taux de chômage. Et du coup, on termine l'année quand même si ce n'est pas forcément représentatif, mais on termine l'année avec un taux de chômage à 9,3%. Et donc, ce trompe-l'œil est notamment vérifié par la demande d'emploi qui a effectivement été plus forte, notamment pendant le premier confinement. Donc, si on regarde la période de mars à juin 2020, sur l'ensemble des demandeurs d'emploi qui sont en recherche active d'emploi, donc qui sont mis en formation, mis en contrat aidé, qui sont des catégories spécifiques, on a eu une hausse de 5% par rapport au niveau d'avant-crise dans la région. Et c'est une hausse qui a été plus faible qu'au niveau national, puisqu'il y a eu une hausse de 7,5%. Et donc ça, c'est les courbes qu'on voit en bleu. Et pour les courbes en rouge, ça représente une sous-catégorie des demandeurs d'emploi qui est la catégorie A. En fait, ce sont les demandeurs d'emploi qui n'ont pas du tout travaillé pendant le mois, contrairement aux catégories B et C qui sont les demandeurs d'emploi qui ont travaillé au moins 1 heure dans le mois, avec distinction B et C en fonction de la quantité de travail. Et donc, cette catégorie A, par contre, a énormément augmenté pendant le premier confinement, avec une hausse de 24% dans la région et 29%
au niveau national. Donc c'est cette catégorie-là qui a beaucoup augmenté, notamment du fait que des demandeurs d'emploi qui étaient déjà classés en catégorie B et C ont pu se retrouver dans la catégorie A puisqu'ils ont dû arrêter de travailler pendant cette période. Et depuis, donc on a observé une baisse sans pour autant revenir au niveau qu'on avait du nombre de demandeurs d'emploi avant la crise. Et cette hausse toujours visible, elle est notamment due aux demandeurs d'emploi de longue durée, ceux qui sont inscrits depuis 1 an ou plus, puisque dans cette catégorie, contrairement à ce qu'on peut voir là sur l'ensemble, on a toujours une hausse à l'heure actuelle. Ces demandeurs d'emploi de longue durée sont toujours en hausse croissante depuis le début de la crise. Donc, sur les questions de l'emploi, je vais peut-être en parler peut-être plus rapidement puisque la région en a aussi parlé. On a eu une baisse au premier semestre qui a pu être en partie compensée au deuxième semestre, sans pour autant retrouver le niveau d'avant-crise. On est à la fin de l'année 2020 sur un niveau équivalent à celui de l'année 2018. Donc en 2019, il y avait eu une hausse et cette hausse n'est pas encore compensée. Et le secteur privé a été plus affecté que le secteur public par cette crise. Et ensuite, je reviendrai plus tard sur le pourquoi, mais on observe aussi que la reprise s'est faite plus rapidement dans la région que sur le niveau national. Donc, si on regarde les différents secteurs, je vais commenter les courbes une à une. Donc en rouge, on a la courbe de l'industrie, donc le secteur de l'industrie qui dans la région perd de plus en plus d'emplois chaque année, et donc la baisse, la crise a accéléré la baisse sur les 2 premiers trimestres, mais pour autant, ça reste une poursuite de la baisse qu'on observe depuis plusieurs années. Sur le secteur de la construction, donc en bleu, le secteur a été finalement pas tant touché que ça par la crise, et il a surtout rapidement repris sur une dynamique légèrement supérieure à celle des années précédentes. Donc les services marchands, donc ça a été effectivement dit aussi par la région, c'est le secteur qui a été le plus touché, notamment avec l'hébergement-restauration et les transports, qui continuent encore à être impactés par cette crise. Ce sont les secteurs qui ont le plus de difficultés à revenir sur un niveau proche de celui d'avant. Et les services non marchands, donc, qui ont été fortement touchés au deuxième trimestre et qui depuis ont repris pour même dépasser le niveau d'emploi de la période avant crise. Et donc je vais revenir sur l'intérim, puisque du coup j'ai évoqué juste avant que le fait que la région se portait mieux en fin d'année que le niveau national. Donc on a effectivement eu un très fort recul de l'intérim au premier trimestre 2020 et qui a pu rebondir dès le deuxième trimestre. Donc, du coup, l'intérim est reparti dès la fin du confinement, et du premier confinement. Et le niveau de fin 2019 a pu être retrouvé au quatrième trimestre, donc avec une hausse de 1% par rapport au quatrième trimestre 2019. Et contrairement au niveau national. Et c'est là que la région s'en sort mieux du coup que l'ensemble de la France, c'est qu'au niveau national, l'intérim a baissé sur l'ensemble de l'année de 5%. Et je vais terminer avec un indicateur du coup, qui a été très intéressant au moment des confinements. Donc là, un peu moins, puisque du coup, la mobilisation de ce dispositif
s'est réduite avec la reprise de l'emploi dans un statut quasi normal. Donc l'activité partielle, donc, qui est du coup le dispositif qui a permis de maintenir une partie des salariés en emploi avec une compensation partielle du salaire. Et du coup, en avril 2020, on a eu plus de 960 000 salariés qui ont été concernés par une demande d'indemnisation dans la région. Donc voilà, donc un fort recours à l'activité partielle. Sur le deuxième confinement, donc, comme ça a été déjà dit, le travail a pu reprendre dans de nombreux secteurs, contrairement au premier confinement. Et donc là, il y a eu une mobilisation encore importante, mais nettement moins qu'au premier confinement, avec 290 000 salariés concernés par une demande d'indemnisation. Et là, la dernière donnée, donc, qui porte sur le mois d'avril 2021, on est à un peu plus de 200 000 salariés concernés par ce dispositif. Donc voilà. Alors, je vais juste vous présenter un peu où vous pouvez trouver nos travaux sur la conjoncture et sur les impacts de la crise. Donc rapidement, on produit, donc, comme j'ai dit au tout début, des notes de conjoncture trimestrielles. Donc j'ai parlé des notes de conjoncture au niveau national, mais elles sont également faites au niveau régional. Donc la dernière publiée porte sur le 4e trimestre 2020. Et dans le contexte de la crise, on réalise aussi des communiqués de presse pour pouvoir cibler plus spécifiquement sur l'évolution de la crise, de l'activité. Voilà, donc on fait des communiqués de presse, donc le dernier qui est sorti en même temps que la note de conjoncture, avec le lien qui est indiqué. Pour les acteurs publics, on réalise des tableaux de bord de suivi économique et social. Donc là, c'est un extrait, du coup, que je vous ai présenté avec les graphiques, mais comme je le disais au début, on a de nombreux indicateurs qu'on suit. Et donc, on réalise des tableaux de bord. Donc, à ce stade, ils sont encore mensuels. Peut-être qu'on va ralentir aussi le rythme, puisque là on est vraiment dans la reprise, et du coup, le suivi est peut-être plus... les variations sont plus si fortes de mois en mois, donc peut-être qu'on ralentira. Mais toujours est-il qu'on fait ces tableaux de bord, donc c'est des graphiques avec un commentaire d'une ou deux phrases par graphique pour présenter les évolutions, et ils sont disponibles sur l'extranet Astrid, donc, qui est réservé aux acteurs publics. Et donc là, donc le mois prochain, on va publier un bilan économique régional de l'année 2020. On va balayer à travers des fiches thématiques les différents secteurs, et quels ont été les impacts de la crise sur les évolutions de l'année 2020 par rapport à 2019. Et à la même date, on sortira notre note de conjoncture régionale qui portera sur le premier trimestre 2021. Donc on aura les données de l'emploi sur ce trimestre. Et pour finir, je vous invite du coup à nous suivre sur notre fil Twitter, @INSEE-HDF, qui contient des informations sur toutes les publications qu'on réalise, et quelques statistiques intéressantes qu'on diffuse parfois quand il y a des journées spécifiques. On affiche un chiffre en lien avec le thème du jour. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Cavan. Alors très rapidement, dans le chat, il y a donc les références des travaux disponibles. Je vous invite également, je vais juste poser une question très rapidement, si vous pouvez répondre très rapidement, parce qu'on est assez en retard, et donc si c'est, on n'a que midi 15, donc maxi, donc on va essayer vraiment de se dépêcher. Donc il y avait juste une question sur, alors je la reprends rapidement. Donc est-ce que les données sur les cartes bancaires sont appréhendées seulement au niveau national, ou est-il possible, pardon, qu'elles le soient au niveau régional, voire EPCI, et parallèlement, est-ce que l'on peut savoir, mais de manière anonymisée, où habitent les acheteurs et où ils consomment? Donc, je vous laisse répondre rapidement à cette question-là, et puis ensuite, on enchaîne directement avec la présentation de Madame Manjot, et on essaye de raccourcir un peu les présentations pour tenir le temps de midi 15 maxi. Merci. Donc, sur les cartes bancaires, donc là, le graphique que j'ai présenté, ça portait sur des données régionales.
On a les données au niveau départemental, on les a pas en dessous et on n'a que des volumes. On n'a pas d'informations sur les paiements et encore moins sur où habitent les personnes. On a juste le lieu du paiement. Merci.